Sa famille l'a renié car il ne maîtrisait pas la magie du feu, mais il s'avère être le plus puissant utilisateur de magie du vent au monde. Kazuma Kanagi était considéré comme un échec au sein de la famille Kanagi, réputée pour être les plus grands maîtres du feu. Il ne pouvait pas utiliser la moindre étincelle de feu et après avoir perdu un duel pour l'héritage familial contre sa cousine, son père, déçu, l'a banni. Dévasté, Kazuma quitta le pays pour chercher à devenir plus fort et 4 ans plus tard, il est de retour au Japon, maître d'une puissante magie du vent. Il rend visite à un homme l'ayant engagé pour un fantôme sur sa propriété, mais découvre qu'il a aussi appelé d'autres personnes. L'autre magicien face à lui est Yuki, un arrogant membre d'une branche de la famille Kanagi. Yuki insulte Kazuma, le traitant de raté et lui dit de fuir. Soudain, un fantôme surgit de nulle part et Yuki s'avance, espérant l'exorciser pour s'accaparer toutes les récompenses. Il utilise sa magie du feu sur le fantôme qui la double et la lui renvoie en pleine face. Le manoir entier est en flammes et Kazuma en profite pour faire augmenter son paiement par 100 s'il veut vivre. L'homme accepte et Kazuma appelle aussitôt les esprits du vent à l'aide et avec leur pouvoir, il éteint l'incendie du manoir d'un seul coup. Il piège ensuite le démon dans une barrière de vent et le découpe avec des lames de vent, l'effaçant de la surface du monde. Après ça, il donne un coup de pied à Yuki, lui disant d'arrêter de faire semblant d'être blessé car les Kanagi ont la protection des esprits du feu et de 6 petites flammes ne peuvent les blesser. Yuki se réveille, surpris que Kazuma puisse désormais utiliser la magie du vent. Après l'incident, Yuki retourne au manoir Kanagi et informe le chef de famille, Jugo, sa fille Ayano et le père de Kazuma, Genma, de son acquisition de la magie du vent, tous stupéfaits d'apprendre cela. La nuit, un mystérieux utilisateur de magie du vent attaque Yuki et ses amis, et le lendemain matin, Jugo et Genma découvrent leur corps sans vie. Ils appellent le chef du clan Fuga, une famille de maîtres du vent au service des Kanagi, pour enquêter sur l'affaire. Fuga déclare que les hommes ont été tués par une magie du vent bien plus puissante que la leur, et tous pensent que le coupable est Kazuma. Shubo n'y croit toujours pas, alors il envoie le frère de Yuki et un autre membre puissant de la branche familiale capturer Kazuma. Ayano les suit sans permission pour son cousin, mais le frère de Yuki est catégorique. Il vengera son frère lui-même. Alors qu'ils atteignent un chantier où il a été repéré, le trio court vers lui, mais Ayano se retrouve piégée dans une barrière de vent. Elle invoque son épée flamboyante et utilise une puissante magie du feu pour la briser, mais ce n'est pas facile du tout. Pendant ce temps, les deux hommes ont trouvé Kazuma et l'accusent d'avoir assassiné 3 membres de la famille. Kazuma répond qu'il n'a rien fait et ils lui disent de répéter la même chose au chef de famille. Cependant, Kazuma annonce qu'il ne fait plus partie de leur stupide famille et que Jugo n'a qu'à venir s'il veut parler. Il utilise la magie du vent pour couper une grue et démasquer un espion du clan Fuga qui s'y cachait. Les deux hommes avertissent Kazuma qu'ils useront de la force s'ils ne coopèrent pas et il leur dit de foncer. Le frère de Yuki charge sa boule de feu, mais juste avant qu'il n'attaque, Kazuma manipule le vent pour la faire exploser, l'assommant. Soudain, il sent une présence maléfique derrière lui et un utilisateur de vent caché attaque les deux hommes Kanagi, les écrasant en démolissant un bâtiment. Kazuma est choqué et en levant les yeux, il voit une main dissimulée par des esprits du vent. Alors que la main disparaît, il remarque un feu éclatant derrière lui et se retourne pour voir Ayano, la fille qu'il a vaincue pour devenir l'héritière. Ayano pense qu'il a tué 2 autres membres de sa famille et l'attaque furieusement, tandis que Kazuma lui répète que c'est un malentendu en esquivant. Elle n'est pas prête à entendre quoi que ce soit et Kazuma la désarme même pour lui parler, mais elle invoque son épée de flamme. Kazuma recule alors qu'Ayano appelle les esprits du feu pour la renforcer et l'attaque, mais il transperce son assaut et elle n'en croit pas ses yeux, stupéfaite de sa puissance. Kazuma lui répète qu'il n'a pas tué les membres de leur famille et lui demande de chercher un autre utilisateur de magie du vent elle-même. Il lance ensuite une pique à Ayano, disant que si elle est la prochaine chef de famille, les Kanagi sont foutus. Sur ce, Kazuma s'envole et devient invisible, et alors qu'une rafale de vent soulève la jupe d'Ayano, elle le maudit et jure de ne jamais lui pardonner. Kazuma se perche sur un grand bâtiment et réalise que quelqu'un essaie de le piéger pour avoir nui à la famille Kanagi, mais il ne compte pas laisser cette personne agir à sa guise. Quand Ayano rapporte les nouvelles sur Kazuma à Jugo et Genma, il croit qu'il n'est pas le coupable. Genma se porte volontaire pour ramener son fils à la maison familiale et il est plus que prêt à user de la force s'il n'obéit pas. Il appelle Kazuma et lui demande de le rencontrer la nuit. Entendre sa voix ravive d'horribles souvenirs pour Kazuma. Quand il a perdu contre Ayano, Genma l'a traité de honte pour le nom Kanagi, et même s'il s'est excusé et a supplié de rester, Kazuma a été giflé et chassé de la famille. À l'époque, c'était une mauviette incapable de s'opposer à son père, mais il a passé les 4 dernières années à se forger et veut lui montrer qui est le plus fort maintenant. Ils se rencontrent la nuit et Genma demande immédiatement à Kazuma de se rendre. Il refuse et lui dit de le combattre s'il veut le ramener. Genma relève le défi et Kazuma attaque avec ses lames de vent. Son père les contre toutes avec son bouclier de feu automatique, sans bouger d'un pouce. Après cela, Genma attaque Kazuma,
qui ne peut que fuir son feu et utilise une barrière de vent cernée de flammes. Il est à bout de souffle et remarque que le feu de Genma ne brûle rien d'autre que sa cible, et grâce à ce contrôle, il était surnommé le plus puissant utilisateur de feu de la famille. Et Genma dit à Kazuma de se tenir prêt car il ne se retiendra plus, et il appelle les esprits du feu à l'aide en créant une puissante boule de feu. Juste au moment de la lancer, Kazuma utilise son mouvement secret et la fait exploser en contrôlant le vent. Cependant, Genma est indemne, bien qu'il soit littéralement en feu, et il affirme qu'il n'est pas assez faible ou stupide pour être vaincu par cette ruse. Il dit être déçu de Kazuma qui lui demande quand il a jamais eu d'attente envers lui. Après quelques dialogues mélodramatiques, Genma décide de montrer à son fils sa vraie force. Il invoque plus d'esprit du feu et son feu devient soudainement bleu, le plus haut niveau de magie du feu que seule une personne par génération peut maîtriser. Cependant, notre héros a aussi un atout dans sa manche et il appelle un grand nombre d'esprits du vent, submergeant Genma. Il disperse son feu et l'assomme et Genma réalise alors que son fils a bien grandi. Kazuma rit en célébrant sa victoire mais perd aussitôt son sens du but après avoir vaincu son père. Plus tard, à son hôtel, il sent un utilisateur de feu se cacher. Kazuma l'interpelle et découvre son jeune frère Ren venu lui demander de se rendre à la famille. Kazuma l'appelle dans sa chambre pour parler et là, Ren lui demande s'il est un contractant ayant reçu sa magie du vent directement du roi des esprits du vent. Il sait que les contractants sont les plus puissants magiciens et une rumeur circule en ligne sur un contractant légendaire du Japon. Kazuma dit à son frère qu'il est un idiot mais qu'il croit tout ce qu'il lit en ligne, puis change discrètement de sujet pour demander à Ren pourquoi il était là. Ren lui pose la même vieille question sur le meurtre des Kanagi, mais le croit quand Kazuma dit qu'il n'a rien fait. Il dit que Jugo le croira aussi, et même si Kazuma le sait, il ne veut pas y aller car cela signifierait se rendre à la famille qu'il a abandonnée. Kazuma dit qu'il s'en fiche même si la famille avait été ruinée à cause du puissant utilisateur de vent, et Ren se met à pleurer n'ayant pu convaincre son frère de les aider. Kazuma ne peut rien contre ses larmes et lui dit de rester la nuit. Plus tard, alors qu'il veille sur Ren endormi, il sent à nouveau la présence maléfique et réalise que l'attaquant est proche. L'attaquant utilise son pouvoir pour couper l'hôtel en deux, et Kazuma n'en croit pas ses yeux. Il réveille Ren et le saisit pour sauter par la fenêtre, mais en sortant, ils aperçoivent Tayano qui suivait Kazuma pour le battre. Alors qu'elle pense qu'il fuit par peur d'elle, la partie coupée du bâtiment glisse et s'effondre sur sa tête. Elle délire et pense qu'Ayano a préparé cette embuscade pour la tuer. Elle n'aurait pas fait pipi dans sa culotte si elle en portait une, mais elle tient bon alors qu'il projette de la magie du feu sur le bâtiment effondré pour se protéger. Alors que le bâtiment s'effondre sur elle, Kazuma atterrit en sécurité et sent l'attaquant toujours proche. Il dit à Ren de se cacher et juste après, le mystérieux attaquant apparaît derrière lui. Kazuma le salue chaleureusement, lui disant qu'il se fiche de ce qu'il fait à la famille Kanagi, mais qu'il ne laissera personne blesser son frère. Kazuma l'attaque avec des lames de vent, mais elles n'ont aucun effet sur lui. Soudain, il entend le cri de Ren et réalise qu'il a été attaqué. Alors que Kazuma est distrait, le méchant l'attaque et Kazuma esquive et contre-attaque en plein air, où il aperçoit son visage de près. Le méchant disparaît et Kazuma réalise alors que Ren a été kidnappé, alors il part le sauver. Au moment où il s'en va, Ayano sort des décombres en brûlant le bâtiment et décide de tuer Kazuma pour l'avoir attaqué ainsi. Kazuma se rend directement au manoir Kanagi, sans y trouver le moindre bon souvenir. Il ne voulait pas venir, mais n'a pas le choix car il a besoin de leur aide pour sauver Ren. Dès qu'il franchit le portail, 5 hommes l'arrêtent et l'accusent de meurtre, et Kazuma se souvient qu'ils l'ont tous brutalisé par le passé. Ils l'attaquent, mais leurs flammes insignifiantes n'ont aucun effet sur lui, et il les balaye tous. Il leur dit qu'il n'a affaire qu'aux chefs de famille et non à des figurants anonymes, et à ce moment-là, Jugo arrive pour le saluer personnellement. Il rit en apprenant que Kazuma a botté les fesses de son père, mais redevient sérieux en apprenant l'enlèvement de Ren. Il semble savoir qui est derrière tout ça et leur motivation, alors il demande à Kazuma d'entrer pour parler. Jugo lui montre un livre d'images d'utilisateurs de magie du vent et Kazuma identifie l'homme qu'il a affronté. Il affirme qu'il semblait inhumain et avait une aura maléfique et Jugo a maintenant confirmé ses doutes. Avant qu'il ne puisse donner les détails à Kazuma, Ayano fait irruption dans la pièce et attaque Kazuma avec son épée de flamme, mais Jugo lui ordonne d'arrêter. Elle est perplexe alors qu'il la réprimande pour s'être enfuie seule et avoir attaqué des invités. Ayano traite Kazuma de meurtrier, mais Jugo lui dit que Kazuma est innocent et que leur ennemi est le clan Fuga. Il affirme que l'homme que Kazuma a affronté est Ryu, le fils du chef du clan Fuga, et que tous les membres ont disparu depuis qu'il a été repéré, ce qui signifie qu'ils sont tous impliqués dans la conspiration.
Ayano n'y croit pas car le clan Fuga est leur fidèle famille de serviteurs depuis des générations, mais Jugo lui raconte ce qui s'est passé avant. Il dit qu'il était une fois, le clan Fuga était une famille de criminels notoires et les Kanagi les ont à peine vaincus lors d'une guerre il y a 300 ans. Ils ont scellé la source du pouvoir du clan Fuga, un démon immensément puissant qu'ils vénéraient. Kazuma et Ayano sont choqués et Jugo suggère qu'ils ont kidnappé Ren en sacrifice pour libérer le démon et redevenir plus puissants. Kazuma est furieux en entendant cela, se souvenant d'une autre personne aimée sacrifiée. Jugo leur dit que le démon vénéré par le clan Fuga est piégé dans un puissant seau de feu qui brûle à mort quiconque le touche. Les seuls à pouvoir survivre à ce pouvoir sont les membres directs de la famille principale Kanagi, car ils ont créé le sceau et peuvent aussi le retirer. Une fois libéré, le démon entrera dans une personne du clan Fuga et lui accordera un grand pouvoir, tandis que les autres membres obtiendront la capacité de contrôler les esprits maléfiques. Jugo croit que Ryu est déjà l'hôte des esprits maléfiques et qu'ensuite il deviendra l'hôte du démon. Il est aussi certain qu'une fois libéré du sceau, le démon reconnaîtra Ren comme membre de sa lignée ennemie et le dévorera entièrement. Ayano déclare furieusement qu'elle ne laissera pas cela arriver. Elle traite le clan Fuga d'ingrat et dit que leur ressentiment est injustifié après que la famille Kanagi les ait accueillis et remis sur le droit chemin. Kazuma n'est pas d'accord avec elle et affirme que les Kanagi ne les ont utilisés que comme des outils et n'ont jamais rien fait pour eux. Il sait comment les impuissants sont traités dans cette famille et puisque les Fuga ont été brutalisés pendant 300 ans, ils avaient raison de se révolter. Jugo est d'accord avec Kazuma, disant qu'il a tenté de corriger les choses, mais qu'il était trop tard quand il est arrivé au pouvoir. Ayano s'en fiche et veut sauver Ren. Elle déclare qu'il n'est pas né pour être dévoré par un démon, et ces mots résonnent en Kazuma, qui se souvient d'une autre personne de son passé, ayant dit la même chose avant d'être sacrifié. Il dit à Ayano qu'elle ne pourra pas combattre Ryu et le clan Fuga seul, alors il viendra la soutenir. Il lui demande de brûler les esprits maléfiques en Ryu avec son épée de flamme, et il s'occupera du reste. Ayano ne lui fait pas confiance, mais Jugo oui, et il demande à Kazuma de l'aider. Cependant, Kazuma ne fait pas ça par charité et dit qu'ils doivent le payer en espèces sonnantes et trébuchantes car ils ne sont plus sa famille. Jugo accepte le prix et donne à Kazuma l'emplacement du démon scellé. Kazuma et Ayano se rendent en voiture à la montagne où le démon est scellé, se chamaillant tout le long du chemin. Soudain, Kazuma sent la présence maléfique et fait exploser la portière de la voiture avant de saisir Ayano et de sauter. Au moment où ils sortent de la voiture, une entaille de vent la coupe en deux, la faisant exploser. Alors qu'Ayano la fixe incrédule, Ryu descend du ciel et Kazuma déclare qu'il ne le laissera pas sacrifier son frère. Kazuma dit à Ayano de privilégier le combat rapproché car elle serait désavantagée contre Ryu à distance. Il promet de la soutenir et Ayano invoque son épée de flamme en chargeant Ryu et en lançant des boules de feu. Il bloque ses attaques, et même quand elle l'attaque directement à l'épée, il parvient à se défendre et la repousse d'un coup de poing. Ayano est submergé et demande du renfort à Kazuma, mais il a déjà pris son envol. Il dit à Ayano de se débrouiller seul avec Ryu car il doit sauver Ren immédiatement et s'envole. Pendant ce temps, Ren est devant le démon scellé, où le clan Fuga a inséré des esprits maléfiques dans son corps pour le contrôler. Il lui ordonne de défaire le sceau et il utilise ses pouvoirs pour libérer un démon. Le démon se précipite pour se nourrir de Ren dès sa libération, mais soudain, une forte pression devant le cloue au sol et emporte tous les membres du clan Fuga. Kazuma apparaît d'un cyclone en sauvant son frère et lie le démon avec une barrière de vent. Il emmène Ren sur un lit de pierre et le ramène à ses sens en expulsant les esprits maléfiques de son corps. Ren le serre dans ses bras et Kazuma lui tire les joues en lui demandant pourquoi il s'est fait kidnapper si facilement par de tels nuls. Juste à ce moment, Fuga se lève et demande à Kazuma pourquoi il aide les Kanagi alors qu'il les déteste aussi. Kazuma répond qu'il les soutient moralement mais que Jugo vient de lui payer 100 millions de yens pour sauver Ren, donc il ne peut pas le trahir. Fuga le traite de sale capitaliste et l'attaque, mais Kazuma se défend facilement. Soudain, Ryu apparaît dans le ciel et Kazuma réalise qu'il a déjà vaincu Ayano. Les esprits maléfiques en Ryu attirent le démon et le libèrent de sa barrière. Kazuma attaque le démon mais en vain et le démon entre directement en Ryu, le transformant en une sorte de piccolo chevelu. Le chef du clan Fuga est heureux et pense qu'ils vont maintenant gagner contre les Kanagi, mais Ryu, possédé par le démon, lui fait un coup à la Uno et d'une puissante attaque, il tue tout le clan Fuga avant de s'envoler. Kazuma s'est protégé et a fui avec une barrière de vent, réalisant que le démon avait pété un câble après avoir été piégé si longtemps. Il sait qu'à présent, Ryu se dirige vers la demeure Kanagi pour sa vengeance.
Même si Kazuma ne se soucie pas vraiment d'eux, il a besoin que Jugo reste en vie pour lui donner sa récompense. Il décide donc de voler vers lui, mais avant, il doit récupérer Ayano, gravement blessée. Kazuma l'examine et découvre qu'elle a été infectée par des esprits maléfiques, et à ce rythme, son corps sera corrompu et elle mourra. Il a un remède pour la sauver, mais il dit qu'il est trop rare et cher, alors il ne veut pas le lui donner. Ren proteste qu'Ayano va mourir à ce rythme, mais Kazuma s'en fiche. Au contraire, il pense que ce sera une bonne nouvelle car Ren pourra devenir l'héritier du nom de famille après elle. Ran est furieux en entendant cela et son feu s'active alors qu'il demande le remède à Kazuma. C'est ce qu'il voulait car en mettant Ren en colère, il lui ferait réaliser son potentiel plus tôt. Kazuma donne le remède à Ayano, mais elle ne peut pas boire à la bouteille. Vous connaissez les règles et Kazuma aussi, et il donne le remède à Ayano par un baiser. Elle est immédiatement guérie, et en ouvrant les yeux, elle est stupéfaite de ce qu'elle voit. Elle alterne entre timidité et fureur, demandant à Kazuma ce qu'il essayait de faire. Ren la serre dans ses bras et lui dit que Kazuma a utilisé un remède rare appelé Elixir pour la guérir. Et Ayano n'en revient pas car l'élixir était plus rare qu'un abonnement à vie à Netflix. Elle est forcée de remercier Kazuma, mais il ne veut pas qu'elle se sente redevable, car il empochera 100 millions de yens de plus pour l'avoir sauvée de son père. Ayano se met en colère, mais Kazuma la confronte sur sa défaite si facile. Il lui dit de laisser tomber l'épée et de prendre un couteau de cuisine comme une bonne femme, et Ayano devient encore plus furieuse. Elle l'attaque, mais il l'arrête et lui dit de faire ça à ses vrais ennemis. Il la fait tournoyer, puis appelle Ren et la joyeuse famille s'envole. Il repère Ryu possédé par le démon et Kazuma craint que son effet n'éveille d'autres esprits maléfiques et démons. Alors que Ren voit des esprits maléfiques surgir du sol, il saute et les attaque, disant à son frère de lui laisser les petites frappes. Kazuma et Ayano se retrouvent bientôt face à face avec Ryu. Ayano se précipite sur lui avec son épée de flamme et Kazuma la soutient avec de puissants vents, mais Ryu est toujours plus fort qu'eux. Il apparaît derrière Ayano et l'attaque, la malmenant presque. Alors qu'elle chancelle après avoir bloqué son coup, Kazuma la rattrape. Ryu invoque alors des tornades sombres et Kazuma dit à Ayano de se concentrer sur le fait de le découper avec son épée et il s'occupera de sa magie du vent. Il ouvre un chemin à l'intérieur d'une tornade pour qu'Ayano atteigne l'ennemi, tandis qu'il rassemble les esprits du vent et envoie une haute tornade percer les nuages. La tornade s'abat sur Ryu, le clouant au sol tout en rasant toute la zone. Ayano est stupéfaite par la puissance de Kazuma et voyant Ryu à terre, elle l'attaque mais il bloque toujours son assaut. La voyant en difficulté contre l'ennemi, Kazuma décide d'utiliser sa vraie puissance pour gagner ce combat. Il demande à Ayano de tenir Ryu occupé pendant qu'il prépare quelque chose d'énorme. Elle est frustrée qu'il ne l'aide pas à se battre et elle décharge toute sa frustration sur Ryu. Pendant qu'elle se bat, Kazuma médite, la porte des esprits s'ouvre dans son esprit et il implore le roi des esprits de lui donner de la puissance. Pendant ce temps, Ayano a été vaincue par Ryu et alors qu'elle est à terre, sans son épée, elle se dit qu'elle ne peut pas gagner. Cependant, elle n'est pas prête à être une perdante aussi pathétique. Alors que Ryu s'apprête à l'attaquer, elle invoque son épée et évolue. Elle l'assaille avec ses puissantes flammes oranges, lui infligeant d'énormes dégâts avant de lui trancher le bras. Ayano tombe alors à genoux et crée un domaine de feu qui consume tout sur son passage. Ryu subit d'énormes dégâts, mais malgré tous les efforts d'Ayano, il est toujours en vie. Elle est terrifiée par son destin, car elle n'a plus l'énergie de le combattre. Mais soudain, Kazuma apparaît derrière elle et lui dit qu'elle s'est bien débrouillée. Elle s'appuie sur lui et remarque que ses yeux sont devenus bleus. Kazuma lui explique que ses yeux bleus sont la marque du roi des esprits du vent, qu'il les a obtenus après avoir passé un contrat avec lui. Laissant Ayano stupéfaite, Kazuma fonce sur Ryu et utilise son pouvoir contre lui. Il crée une tornade géante, visible depuis l'espace, pour écraser Ryu de toutes parts. L'attaque de Kazuma a complètement immobilisé son adversaire et il dit à Ayano stupéfaite que c'est sa chance de frapper. À son signal, Ayano se précipite sur Ryu et le transperce de son épée. Il explose et est envoyé au paradis après avoir été purifié. Juste après cela, Kazuma perd ses pouvoirs et s'effondre au sol. Ayano lui demande s'il n'aurait pas pu gagner le combat seul, puisqu'il est un contractant, et Kazuma ne répond qu'un simple « peut-être ». Ayano lui dit qu'il aurait dû l'aider plus tôt avec ce pouvoir, mais Kazuma réplique qu'elle se serait sentie comme une perdante toute sa vie s'il l'avait sauvée avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Il complimente son attaque finale et son charme commence lentement à conquérir le cœur d'Ayano. Bientôt, Ren arrive et remarque Ayano en haillon sur Kazuma. Il se retourne pensant qu'il tourne pour son OnlyFans et Ayano est tellement furieuse qu'elle attaque Kazuma immédiatement. Peu après, Jugo organise une fête chez lui pour célébrer la fin de l'incident avec la famille Fuba. L'invité principal, Kazuma, est en retard. Jugo l'accueille malgré le mécontentement des autres face à sa présence. Kazuma prend place et Ren le serre dans ses bras en fredonnant, mais Kazuma le traite froidement et le vexe, tandis qu'Ayano console Ren et s'en prend à Kazuma, une jeune fille aux cheveux bleus nommée Misao, s'incline devant lui.
Il est très intéressé d'apprendre qu'elle n'hésitera pas à le servir, même au lit. Il est sur le point de l'embrasser, là tout de suite, quand Ayano les sépare d'un coup de pied. Elle défend Misao, lui disant qu'elle n'a pas à faire quoi que ce soit pour cet homme. Mais Misao répond que Kazuma a vengé son frère, alors elle doit faire tout ce qu'elle veut. Ayano affirme qu'il a déjà été payé pour ça, et Kazuma acquiesce, ajoutant qu'il était en partie responsable de la mort du frère de Misao. Il prétend que même s'il ne l'avait pas assommé avec l'explosion avant, il n'aurait pas pu esquiver l'attaque de Ryu, mais il aurait pu y survivre d'une manière ou d'une autre. En entendant cela, Misao voit rouge et tremble de rage. Kazuma lui dit d'arrêter de retenir ses sentiments. Elle prend ses mots au sérieux et l'attaque avec un couteau dissimulé. Cependant, il ne peut pas percer la barrière de Kazuma. Ayano est inquiète et demande à son père d'arrêter de siroter son thé et de faire quelque chose. Alors il dit à Kazuma de punir cette insolente, sinon ils décideront eux-mêmes de sa punition. Kazuma répond que ce n'est pas nécessaire car il n'a jamais été en danger. Jugo ne peut toujours pas laisser passer le comportement de Misao, alors il la prive de sortie pendant 1 mois. Misao pleure et crie en demandant à Kazuma pourquoi son frère a dû mourir et il répond qu'il était faible. Ayano le réprimande pour son manque de tact, mais Kazuma s'en fiche et quitte la fête. Plus tard, Ayano est de mauvaise humeur à cause de ce qui s'est passé. En rentrant de l'école, ses amis supposent donc qu'elle s'est disputée avec son petit ami. Elle est gênée, affirmant qu'il n'y a aucun homme dans sa vie, quand soudain Kazuma apparaît avec une jolie femme blonde. Voir une fille charmante s'accrocher à Kazuma rend Ayano jalouse, et elle remarque alors qu'il venait d'un quartier rempli d'hôtels de passe. La femme demande à Kazuma si la fille est sa petite amie, car elle a l'air en colère de les voir ensemble, mais il lui dit de l'ignorer car elle est toujours en colère. Ils partent, et la blonde nargue Ayano, qui devient furieuse mais refuse toujours d'admettre ses sentiments pour Kazuma. Elle s'enfuit, disant à son amie qu'elle a quelque chose d'important à faire et part à la recherche de Kazuma. Ne le trouvant pas, elle appelle Ren en renfort, mais tous deux échouent à le localiser. Cependant, alors qu'ils font une pause, Ren aperçoit Kazuma dans un café et Ayano le force à se cacher. Force. Il continue d'observer Kazuma qui semble attendre quelqu'un et bientôt, Misao arrive. Alors qu'elle quitte le café en tenant le bras de Kazuma, Ayano et Ren n'en reviennent pas de la rapidité, de les suivre, même si Kazuma les remarque, elle a fait un virage à 180 degrés à un hôtel de passe et Ayano est tellement furieuse qu'elle brûle un poteau, ce qui honnêtement est un signal d'alarme pour tout homme qui tient à ses précieuses parties. Cependant, à l'hôtel, Misao se sépare de Kazuma et soudain un sniper lui tire dessus. Immédiatement, d'autres mercenaires arrivent et criblent Kazuma de balles avant de lui lancer des grenades. Une fois l'attaque terminée, Misao croit avoir réussi sa vengeance. Ayano et Ren viennent la confronter et elle leur dit de ramener son corps chez eux. Mais ils lui font remarquer que Kazuma n'est pas encore mort. Il n'est même pas devant eux et soudain, une tornade emporte les mercenaires. Misao n'en croit pas ses yeux et appelle son sniper pour qu'il tire à nouveau. Mais Kazuma lui dit qu'il s'est aussi occupé de lui. Il dit à Misao que son plan était correct mais qu'il manquait de puissance de feu. Il affirme qu'elle a changé mais elle a l'impression qu'il ne l'a jamais vraiment connue. Après cela, Ayano appréhende Misao, mais celle-ci jette son sac à main et s'enfuit. Ayano et Ren la poursuivent, et Kazuma ramasse le sac, se souvenant que cela fait 10 ans qu'il a rencontré Misao pour la première fois. Bientôt, Ayano accule Misao sur un toit et déclare qu'elle sera punie pour ses actes. Les filles sont prêtes à se battre quand Kazuma arrive pour rendre le sac et dit à Ayano qu'elle n'a rien à faire de vouloir nuire à Misao, alors qu'elle ne faisait que tenter de le tuer, lui. Ayano répond qu'elle reviendra encore et encore pour se venger si elle n'est pas punie correctement. Mais Kazuma s'en fiche car elle ne sera jamais assez forte pour l'affronter. Misao devient furieuse en entendant cela et attaque Kazuma avec de faibles sorts de feu à bout portant, mais sa barrière de vent bloque tout. Misao continue de l'attaquer imprudemment et le maudit pour avoir tué son frère. Bientôt, il commence à pleuvoir et son feu s'éteint. Elle tombe à genoux et se met à pleurer. En gentleman, Kazuma essaie de lui mettre sa veste, mais elle la rejette, disant qu'elle ne lui pardonnera jamais. Kazuma lui dit de faire ce qu'elle veut et part, suivi d'Ayano et Ren. Alors que Misao est laissée seule sur le toit, elle entend quelqu'un l'appeler par derrière, lui demandant si elle a besoin de pouvoir pour se venger. Sans même le regarder, Misao accepte l'étrange pouvoir qu'il lui offre et pense qu'il est son ange gardien. Elle obtient le pouvoir de contrôler le Slim et elle tue des inconnus pour absorber leur force vitale et devenir plus forte ainsi. Cet incident parvient à la famille Kanagi et bientôt, Ayano se rend dans la chambre d'hôtel de Kazuma avec un dossier de mission envoyé par son père. Elle lui montre des photos de nombreuses victimes décédées après que quelque chose leur ait aspiré la vie. Tous ces cas sont assez récents et Jugo veut que Kazuma enquête car les utilisateurs du vent sont doués pour déterrer les choses. Et comme ils n'ont plus le clan Fuwa pour les aider, ils ne peuvent compter que sur lui. Jugo a demandé à Ayano de coopérer avec Kazuma et d'éliminer le criminel une fois qu'il l'aura trouvé. Mais en regardant sa veste, elle se souvient de l'incident où Kazuma semblait beaucoup se soucier de Misao, même si elle avait essayé de le tuer.
Elle se demande pourquoi il a un faible et une érection seulement pour Misao. Soudain, Kazuma prend la parole et la sort de ses pensées. Il lui dit que les récents meurtres semblent être l'œuvre d'un démon et qu'il n'a pas besoin de son aide pour s'en occuper car elle ne serait qu'un fardeau. Ayano est furieuse en entendant cela et quitte la pièce, disant à Kazuma qu'elle ne l'aidera pas même s'il la supplie. Elle frappe des inconnus dans la rue pour évacuer sa rage et Kazuma la remarque depuis le toit de l'hôtel. C'était exactement ce qu'il espérait. Il voulait la mettre en rogne et la rendre hyperactive, ce qui ferait d'elle l'appât parfait pour le démon suceur de vie. Bientôt, son appât attire la proie et Ayano et ses amis se retrouvent dans une rue étrange aux vibrations inquiétantes. Soudain, une étrange substance visqueuse commence à suinter des fissures et les filles sont acculées dans une rue étroite après avoir couru un moment. Ayano tire son épée et commence à couper le slime, mais comme elle doit faire face à des ennemis des deux côtés, elle se fatigue vite. Kazuma l'a surveillée tout le temps et il pense que c'est l'occasion parfaite pour lui de faire son entrée. Il se rend dans la rue vide et utilise la magie du vent pour pénétrer dans l'étrange zone où les filles sont piégées. Ayano est heureuse de le voir, mais Kazuma lui dit de se concentrer sur la bataille à venir pendant qu'il s'occupe du slime qui arrive par derrière. Elle obéit à son ordre et lance une attaque de feu sur le slime, le brûlant. La rue redevient normale et Ayano remercie Kazuma pour son aide, mais il la remercie aussi d'avoir été un bon appât. Elle est furieuse d'apprendre qu'il l'a utilisé, mais Kazuma s'envole, disant que grâce à son aide involontaire, il a trouvé le cerveau de l'opération et elle le suit. Kazuma a découvert que Misao est la coupable derrière cet incident. Il se rend au parc où elle est assise, émettant nonchalamment une aura maléfique. Kazuma lui demande si elle sait seulement ce qu'elle fait et elle répond qu'elle devient plus forte pour venger son frère. Elle est convaincue qu'après avoir absorbé la force vitale de milliers de personnes, elle surpassera Kazuma et le tuera. Juste à ce moment-là, Ayano arrive sur les lieux, prête à se battre, mais Kazuma et Misao lui disent tous deux de ne pas s'en mêler. Ayano tire son épée de flamme, disant qu'elle ne pardonnera pas à Misao d'avoir tué des innocents, mais Kazuma l'arrête alors qu'elle résiste, elle s'enveloppe de feu et voyant cette opportunité, Misao s'enfuit car elle sait qu'elle n'est pas encore prête à affronter Kazuma. Elle disparaît juste au moment où Ayano s'apprête à l'attaquer et Ayano demande à Kazuma pourquoi il l'a laissé s'enfuir. Elle lui dit que maintenant la famille Kanagi se chargera de la punir, mais Kazuma lui répond qu'il ne laissera personne interférer avec ce qu'il veut. Il souffle le feu d'Ayano et disparaît, la laissant se demander ce qu'elle doit faire ensuite. Elle rentre chez elle et raconte tout à Jugo, qui confie le rôle de punir Misao à sa famille directe. Le père de Misao veut la tuer et il l'a déjà renié. Jugo a viré Kazuma de l'affaire et a engagé une autre partie pour les aider à enquêter sur la fugueuse, mais Kazuma lui avait dit qu'il la poursuivrait quand même. Le père de Misao pense qu'il ne peut pas punir sa fille avec Kazuma qui s'en mêle et Ayano se porte volontaire pour arrêter Kazuma pour eux. Ils dirigent une branche spirituelle de la police où la détective Kiri, la même femme qu'Ayano avait vue avec Kazuma plus tôt, leur révèle l'emplacement de Misao. Alors que Kiri dit à Ayano que leur branche est nouvellement formée et qu'ils veulent que des utilisateurs de magie talentueux les rejoignent, Ayano lui demande si elle essayait de recruter Kazuma ce jour-là. Kiri rit, disant que c'était une affaire privée et Ayano est plutôt furieuse. Juste à ce moment-là, le spectacle commence alors que la famille de Misao la confronte. Kiri demande à Ayano si elle ne va pas se joindre à l'action, mais Ayano lui répond que son seul travail est d'arrêter Kazuma assez longtemps pour que les autres puissent tuer Misao. Elle est convaincue de pouvoir le retenir quelques minutes, et c'est pourquoi elle a aussi amené Ren comme bouclier humain. Ayano regarde la retransmission en direct des retrouvailles dramatiques de Misao et de sa famille. Elle espérait qu'Ayano viendrait la tuer car elle sentait sa jalousie d'obtenir toute l'attention de Kazuma. Ayano est furieuse en entendant cela et se précipite pour s'occuper de la fille malpolie quand, soudain, Kiri lui dit que Kazuma arrive, alors elle prend Ren avec elle et court dehors pour l'arrêter. Ayano grimpe sur le toit, se demandant combien de temps elle pourra tenir contre Kazuma quand elle le voit voler vers leur position. Elle saute du bâtiment et lui lance des boules de feu en tombant, mais il bloque toutes ses attaques. Ayano invoque son épée pour l'attaquer, mais il bloque aussi et lui dit que le mouvement n'était pas mauvais. Il disparaît soudainement et Ayano tombe en chute libre jusqu'à ce qu'il la retienne au dernier moment. Ayano rougit, puis dit à Kazuma qu'elle l'a attaqué avec l'intention de le tuer, alors il la lâche et Ren la sauve en servant de coussin. Après être descendu, Kazuma lui demande si elle pensait vraiment pouvoir l'arrêter et Ayano lui répond avec assurance qu'elle en est capable. Elle place Ren devant elle et déclare que maintenant Kazuma ne peut plus l'attaquer, elle peut donc le retenir aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle veut juste attendre que Misao soit punie, mais Kazuma lui dit qu'elle se trompe complètement. Il compte à rebours à partir de 3 et soudain une explosion d'aura maléfique se produit à l'église où Misao se trouvait. Kazuma et les autres courent à l'église pour découvrir que Misao a tué toute sa famille seule. Elle sourit alors que Kazuma la confronte et lui demande ce qu'elle ressent après avoir tué sa famille. Misao répond qu'ils n'étaient que des connards prétentieux et que sa seule famille était son frère, mort à cause de Kazuma. Elle déchaîne son aura maléfique en déclarant que l'heure de sa vengeance a sonné
et invoque ses flammes obscures pour attaquer Kazuma. Il bloque la première attaque et même le barrage de boules de feu sombre qui suit. Misao est déconcertée et Ayano lui dit que même Ren est meilleure qu'elle en ce moment, donc elle ne peut même pas toucher Kazuma. Misao ne la croit pas et elle dit que son ange lui a dit qu'elle était assez forte pour tuer Kazuma maintenant. Au moment où elle dit cela, l'ange dont on parle fait son apparition et il ressemble à un garçon ordinaire. Misao s'agenouille devant lui et lui demande de lui montrer un moyen de vaincre Kazuma, mais le garçon lui dit qu'il ne lui est pas possible de le vaincre avec son pouvoir actuel. Elle est stupéfaite et demande pourquoi il dit cela, alors qu'il lui avait dit plus tôt qu'elle était assez forte pour le tuer maintenant. Le garçon se moque d'elle, disant qu'elle était une simple idiote qui avait cru ses mensonges. Le plafond de pouvoir que l'on peut contrôler est limité à la naissance et personne ne peut dépasser cette limite, quelle que soit l'énergie qu'il peut absorber. Misao est horrifiée alors que le garçon lui rappelle les innocents qu'elle a tués et elle devient folle avant de s'évanouir. Ayano et Ren courent vers elle mais ils sont repoussés par une aura maléfique. Kazuma comprend le plan du garçon devant eux. Il a utilisé Misao comme un outil pour absorber plus de pouvoir qu'elle ne pouvait en gérer, et maintenant il allait le lui voler. Le garçon confirme sa théorie, disant qu'il avait besoin d'un membre de la famille Kanagi comme médium pour rassembler assez de pouvoir pour battre Kazuma. Il se présente ensuite comme Mikael, l'ennemi juré de Kazuma. Il prononce une phrase fétiche sur la poursuite de la vérité au nom des étoiles et de la sagesse, et déclare qu'il est là pour venger son maître. Kazuma se souvient de ces mots car ils sont associés au pire souvenir qu'il ait. L'homme qui a tué la fille dans sa mémoire a prononcé les mêmes phrases avant de la sacrifier et Kazuma réalise qu'il était le maître de Mikael. Il est furieux et dit au garçon qu'il l'enverra en enfer, tout comme son maître. Il l'attaque avec des lames de vent mais elles n'ont aucun effet. Après cela, Mikael soulève Misao et soudain, une version sombre du Slim l'entoure et déborde jusqu'à prendre la forme d'un dragon. Mikael monte sur la tête du dragon, déclarant qu'il tuera Kazuma avec ça. Il le prévient que Misao est utilisée comme noyau du dragon, donc si le dragon est détruit, elle mourra aussi. Sur ce, il entre dans le corps du dragon pour le contrôler. Le dragon les attaque avec une flamme sombre et alors qu'ils esquivent, Kazuma demande à Ayano si elle peut purifier uniquement le dragon sans blesser la fille grâce à la capacité spéciale de la famille Kanagi. Ayano répond qu'elle n'a pas encore appris cette compétence et Kazuma perd confiance à cause de son inutilité. Le dragon les attaque à nouveau et après l'avoir esquivé, Ayano demande à Kazuma s'il est sérieux au sujet de sauver Misao. Il répond qu'il veut qu'elle vive quoi qu'il arrive et Ayano est jalouse et blessée. Elle se précipite vers le dragon et attaque sa tête, mais il se régénère. Ayano continue d'esquiver son attaque, se demandant pourquoi Kazuma se soucie tant de Misao. Mais elle est distraite par ses pensées et le dragon en profite pour l'attaquer avec des tentacules. Elle est sur le point d'être blessée quand Kazuma intervient pour la sauver et s'envole. Le dragon l'attaque par derrière, mais Ren brûle ses tentacules pour couvrir ses arrières. Ayano est toujours jalouse et demande à Kazuma pourquoi il la sauve, alors qu'il ne veut que Misao. Il répond qu'il veut la sauver, elle et tout le monde aussi. Il dit que son pouvoir n'a aucun sens s'il ne peut sauver personne, et juste au moment où il finit de dire cela, ils atterrissent dans sa zone de sécurité. Kazuma déclare qu'il sauvera tout le monde et tuera Michael pour une victoire parfaite, et personne n'aura de problème avec ça. Soudain, il se sent faible et réalise qu'il a été blessé en protégeant Ayano à l'instant. Ayano lui dit de lui laisser un peu de temps pour arrêter l'hémorragie et se remettre de sa blessure, mais Kazuma lui répond qu'il doit y aller et sauver tout le monde. Ayano se met en colère et lui dit de prendre soin de sa propre vie avant de pouvoir sauver les autres. Elle le réprimande, disant qu'il ne sauvera personne avec cette blessure et promet de tenir le dragon à distance pendant qu'il récupère. Kazuma la serre dans ses bras et la remercie, disant qu'elle deviendra une bonne femme à l'avenir. Ayano est gêné, puis il lui demande de retenir le dragon pendant 5 minutes, car c'est tout ce dont il a besoin pour se remettre en forme. Ayano va soutenir Ren qui combat le dragon seul. Il est choqué de voir le sang de son frère sur Ayano, mais elle lui dit de lui faire confiance. Alors qu'il continue de combattre le dragon, Kazuma médite et ouvre la porte du monde des esprits pour utiliser la pleine puissance du contractant. Il arrive sur le champ de bataille juste au moment où Ayano est sur le point de flancher et renforce son épée de flamme avec sa magie du vent pour la transformer en une flamme bleue. Kazuma la propulse en avant avec une poussée de magie du vent et elle tranche le feu sombre du dragon de Slim puis attaque sa tête. Un seul coup suffit à engloutir tout le corps du dragon dans les flammes et il brûle et fond. Ayano tombe, mais Kazuma la retient et il se retrouve face à face avec Mikael, qui rampe hors des débris de Slim, se demandant pourquoi il a perdu. Il pense que même après avoir absorbé le pouvoir de milliers d'humains, il n'a pas pu vaincre Kazuma. Mais en voyant ses yeux bleus, il réalise qu'il est un contractant. Mikael le maudit alors que les flammes bleues le consument et il meurt. Misao est inconsciente et Kazuma la couvre de son manteau lui disant de rentrer chez elle maintenant. Elle ne veut pas le faire car maintenant qu'elle a réalisé les péchés impardonnables qu'elle a commis, elle veut mourir. Kazuma la traite d'idiote, lui disant que sa seule mort ne suffira pas à payer tous les crimes qu'elle a commis. Il dit que mourir serait la solution de facilité et Misao pleure, lui demandant ce qu'elle devrait faire dans ce cas.
Kazuma lui dit de continuer à vivre pour rembourser ses dettes. Il veut qu'elle commence par lui car elle l'a le plus dérangé. Il lui demande de le payer avec son corps et Misu est tout à fait prête à le faire. Mais Ayano ne peut supporter que Kazuma ait cette chance et elle l'attaque avant qu'il n'atteigne Misu. L'incident est ainsi résolu et en hiver, Kazuma, Ayano et Ren visitent un sanctuaire où Misu sert comme nonne. Kazuma se sent trahi car elle ne l'a pas remboursé comme il le souhaitait et il maudit Jugo de lui avoir suggéré de rejoindre le temple. Alors qu'il marche vers le sanctuaire, Misu demande à Kazuma pourquoi il a tant insisté pour la sauver. Il se remémore un souvenir d'enfance. Il était harcelé par des membres de famille secondaire car il ne pouvait pas utiliser la magie et il le brûlait juste pour se moquer de lui. Cette fois-là, Misao l'avait défendu et avait arrêté les brutes, alors il voulait la remercier pour ça. Elle n'arrive pas à croire qu'il irait si loin juste pour cet incident. Après la prière, Kazuma dit à Misao qu'il viendra bientôt la voir pour recouvrer sa dette et elle ne veut vraiment pas que son statut de nonne l'en empêche. Ayano n'est pas contente et continue de harceler Kazuma qui s'éloigne en silence. Quelques jours plus tard, Ayano apprend qu'il y a des problèmes surnaturels dans son école, car des lumières mystérieuses sont visibles même pour ceux qui ne voient pas les esprits. Ayano dit à Jugo qu'elle n'a rien senti de maléfique dans son école, et il répond que même si les esprits du coin ne sont pas mauvais, les gens normaux paniqueront en les voyant. Il veut qu'Ayano prenne cette affaire et elle est plus que prête à le faire. Après cela, Jugo lui dit qu'il lui a aussi engagé un garde du corps. Elle répond que personne des familles secondaires n'est assez bon pour la protéger. C'est alors que Kazuma arrive et lui dit qu'il est son garde du corps à louer et Ayano est toute décontenancée. Elle se dispute avec lui, affirmant qu'elle ne veut pas de son aide. Jugo soupire et dit qu'il confiera l'enquête à la division de police spéciale dans ce cas. Ayano imagine Kiri passer du temps seul avec Kazuma la nuit pendant qu'ils enquêtent à l'école et elle ne veut pas qu'il se rapproche, alors elle accepte l'affaire. Kazuma l'entraîne à l'école où Ayano lui demande pourquoi il a pris un travail si insignifiant. Il répond que Jugo est un véritable distributeur de billets sur pattes et qu'il le payait bien même pour des missions aussi stupides. En entrant dans l'école, Ayano sent quelque chose et demande à Kazuma s'il le ressent aussi. Cependant, il dit qu'il n'est qu'un garde du corps et qu'il n'a été payé que pour ça. Frustrée, elle décide d'agir elle-même. Elle est sur le point de lancer une boule de feu sur les buissons quand Kazuma la fait trébucher et elle rate son coup. Elle s'en prend à lui demandant pourquoi il l'a fait trébucher et il la traite d'idiote avant de lui montrer les buissons. Les amis d'Ayano, Yellow et Blue s'y cachaient et elles sont là pour voir les lumières mystérieuses. Ayano leur demande comment elles sont au courant de cet incident, censé être top secret. Yellow rit en affirmant qu'elle travaille pour le KGB et la CIA, donc elle connaît tous les secrets de l'école. Ayano dit à ses amis de rentrer chez elle, mais elles ne veulent pas rater cette rare apparition surnaturelle dans leur propre école. Elles affirment qu'il n'y a pas besoin de craindre les esprits ou les fantômes, car Ayano est avec elles. Et si les choses dégénèrent, Kazuma les sauvera. Il leur dit de sortir de leurs illusions, car il n'a été payé que pour protéger Ayano, et il ne s'occupera pas d'elle. Tandis qu'Ayano est furieuse de son attitude, ses amis y pensent que Kazuma l'a dit comme un geste romantique, pour signifier qu'il ne protégerait que sa bien-aimée. Ayano est frustrée mais elle ne parvient pas à renvoyer ses amis, alors elle accepte de les emmener. Une fois à l'intérieur de l'école, Yellow parle des 7 mystères de leur établissement et le seul vraiment unique est le cerisier qui murmure. Ayano rejette la rumeur et dit que s'il y avait quelque chose de suspect ici, Kazuma l'aurait déjà détecté. Au moment où elle dit cela, il s'arrête et projette du vent vers l'arrière qui revient avec une intensité accrue pour chahuter les filles. Ayano est furieuse et pense que Kazuma l'a fait exprès mais il lui assure qu'il n'y est pour rien. Soudain, une lumière mystérieuse passe juste devant eux et l'ami d'Ayano prend quelques photos. Elles en veulent plus et avancent, tandis qu'Ayano exige de Kazuma qu'il explique tout ce qu'il sait de la situation. Il refuse d'en dire plus et Ayano le tire près d'elle, mais il se libère de son étreinte en lui embrassant le nez. Elle est toute décontenancée quand soudain la lumière flottante vient de derrière elle et la frappe à la tête. Ayano tombe, puis la lumière mystérieuse dit à tous les humains de rentrer chez eux où ils en subiront les conséquences. Ayano est furieuse et attaque la lumière avec du feu. La voix qui en émane tremble alors qu'elle s'envole, lui disant de rester à l'écart. Elle est sur le point d'attaquer à nouveau, mais Kazuma l'arrête et souffle son feu avant qu'il ne cause un incident. Ayano lui demande pourquoi il l'a arrêté et il répond qu'il sent que la lumière mystérieuse complote quelque chose et qu'il veut localiser sa cachette en la suivant. Ayano n'est pas entièrement convaincue, mais elle laisse Kazuma prendre les devants. Bientôt, la lumière mystérieuse commence à faire plus de farce aux filles, les faisant flotter avec de forts vents. Alors qu'elles tombent au sol, Ayano se met en colère et poursuit la lumière pour recevoir un jet d'eau en pleine figure qui la fait trébucher dans les escaliers. Ce n'est pas la fin car la lumière mystérieuse continue de faire des bêtises en faisant glisser les filles sur de la cire, en leur lançant une statue puis en les trempant dans de l'eau froide. Elle se réfugie dans une salle de classe pour se sécher et Ayano soupçonne Kazuma de lui cacher quelque chose.
Cependant, il se penche sur son épaule et récite de doux versets de la Bible de Rez pour lui assurer qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Ayano est convaincu et puis soudain, Kazuma remarque que tous les vents se rassemblent dans la cour arrière. Le groupe décide d'aller voir et Ayano demande à Kazuma pourquoi il ne l'a pas détecté plus tôt. Il répond que la présence de ce qui cause ces méfaits est naturelle, donc difficile à localiser. Dès qu'ils entrent dans la cour, un seau tombe sur la tête d'Ayano et ses amis rient en prenant des photos. Elle est furieuse et fait fondre le seau avant de dégainer son épée de flamme et d'attaquer la lumière mystérieuse, même si elle supplie d'arrêter. Quand Kazuma lui dit de s'arrêter, elle se met à pleurer car elle n'a jamais été humiliée de la sorte. Kazuma dit alors à la lumière flottante de venir à lui et la voix lui dit de l'attraper s'il le peut. Il prouve qu'il peut le faire très facilement et projette la lumière au sol à plusieurs reprises en utilisant la pression du vent. Il attrape ensuite l'orbe lumineuse et y trouve une petite fée du vent espiègle. Elle fait un clin d'œil et se présente comme Tiana, disant qu'elle fait tout pour éloigner les humains de cet endroit la nuit, car elle ne les aime pas. Ayano est toujours en colère et est sur le point de l'attaquer quand Kazuma lui dit de s'arrêter. Ses amis remarquent que la fée et Ayano ont le même âge mental et toutes deux s'offusquent de cette remarque. Tout le monde rit d'elles car elles agissent exactement de la même manière, puis Kazuma dit à Ayano de ne pas être si contrariée car il l'invitera à dîner pour se rattraper. Elle est toute décontenancée alors que ses amis la félicitent pour son premier rendez-vous officiel, mais elle saisit quand même l'occasion de lui dire de réserver le restaurant le plus cher de la ville. Après cela, il se tourne vers la fée et lui demande ce qu'elle faisait ici. Elle répond qu'elle est là pour exaucer le dernier souhait d'un vieil ami mourant. Elle vole vers le cerisier flétri et appelle d'autres fées qui encerclent l'arbre, le ramenant à la vie. L'arbre se met soudainement à fleurir abondamment et tout le monde est émerveillé. Une forte rafale de vent emporte les pétales de fleurs, puis l'arbre redevient mort alors que les fées s'envolent, alors que le groupe rentre chez lui. Les filles disent que les fées peuvent être pardonnées pour leurs méfaits, car elles travaillaient dur pour protéger le paysage. Cependant, Kazuma n'est pas d'accord avec elle et dit que si les fées voulaient vraiment protéger le paysage de l'arbre en fleurs, elles n'auraient rien fait. Elles causent du grabuge pour attirer l'attention, non pas parce qu'elles sont stupides, mais parce qu'elles veulent se débarrasser des humains idiots pour leur jouer des tours. Ayano est furieuse en entendant cela et maudit les fées, tandis que ses amis comprennent enfin que Kazuma savait tout depuis le début, mais qu'il ne lui a pas dit la vérité car il aimait aussi la voir se faire piéger. Plus tard, Ayano continue d'exorciser des démons tandis que Kazuma agit comme son garde du corps, mais il n'a pas grand chose à faire. Ils continuent de se chamailler comme toujours, mais ils commencent à mieux s'entendre, Kazuma l'invitant à dîner chaque fois qu'ils partent en mission ensemble. Ayano commande toujours le plat le plus cher dans le restaurant le plus luxueux, mais Kazuma est blindé de fric, donc ça ne le dérange pas. Alors qu'ils dînent un jour, il entend la fée du vent l'appeler le contractant, et il quitte la table, disant à Ayano que quelque chose d'important est survenu. Il trouve la fée Tiana dans la rue et lui demande comment elle a appris qu'il était le contractant. Elle révèle que le chef de son clan le lui a dit et lui a demandé de contacter le contractant, car il est le seul à pouvoir aider à retrouver le trésor volé de leur clan. Tiana supplie Kazuma de récupérer ce trésor de l'humain qu'il a pris, ou leur clan entier pourrait disparaître. Kazuma demande la récompense pour le travail et Tiana dit qu'elles sont des fées d'eau du vent, alors il pourrait leur faire une fleur cette fois, puisqu'ils travaillent pour le roi des esprits du vent. Kazuma la repousse d'une tape, lui disant que même s'il a un contrat avec le roi des esprits, il ne leur fera aucun cadeau. Tiana le supplie de les aider et lui offre l'or et les bijoux qu'elles ont dans leur patrie comme paiement, alors il accepte le travail. Pendant ce temps, ailleurs, Ren rentre de chez son ami quand il trouve une jolie fille assise dans le parc. Il est hypnotisé par sa voix et son apparence et marche vers elle sans même s'en rendre compte. La fille le salue et lui demande de jouer avec elle et Ren ne peut s'empêcher de rougir. Il accepte de jouer avec elle, mais avant cela, il lui met sa veste car il fait trop froid. Il monte sur des balançoires où la fille se présente comme Ayumi. Elle a l'air triste mais s'amuse bien à jouer avec Ren. Alors qu'ils sont sur le point de partir, il dit qu'ils devraient se revoir et elle devient soudainement sombre. Juste à ce moment-là, une camionnette s'arrête devant eux et quelques gardes armés en sortent. Ils repoussent Ren et maintiennent la fille au sol, se préparant à la taser. Ren attaque les gardes et libère Ayumi afin qu'ils puissent s'enfuir, mais un homme tire un coup de semonce à ses pieds. Ren utilise sa magie de feu pour faire fondre son arme et lui dit de ne pas chercher des noises à la famille Kanagi. Les gardes sont choqués d'entendre ce nom, mais ils annoncent ensuite qu'ils sont de la famille Suwa et qu'il ne faut pas non plus chercher la bagarre avec eux. Ren est choqué car il sait que la famille Suwa est la plus grande utilisatrice de magie de la Terre, dont le pouvoir est comparable à celui de la famille Kanagi. Les gardes lui disent de laisser la fille, car elle est leur propriété. Il se fait le défenseur des femmes et leur dit qu'elle n'est la propriété de personne. Il se demande s'il doit risquer une bagarre entre leurs familles et décide finalement d'opter pour la voie du chevalier servant en plaçant un pare-feu autour de la fille tout en disant aux gardes de la laisser tranquille. Il s'enfuit, mais non sans lui dire qu'il le paiera. Ayumi remercie Ren, puis lui demande un dernier service, l'emmener dans un endroit qu'elle veut absolument visiter.
Il accepte sa requête et l'emmène tandis que la famille Suwa contacte Jugo à propos de son vol de leur propriété. Jugo raconte l'incident à Ayano qui est choqué d'apprendre que Ren a volé quelque chose. Jugo s'inquiète pour le garçon car il ne répond pas à son téléphone et la famille Suwa pourrait tenter de l'attaquer. Jugo a demandé l'aide de la division de police spéciale et a dit à Ayano de se tenir prête. Alors qu'elle part, il lui demande si elle a un numéro de contact privé ou d'urgence pour Kazuma, car il serait utile pour cette affaire. Ayano dit qu'elle n'a aucune raison d'avoir son numéro privé et quitte la pièce tellement contrarié qu'il ait quitté le restaurant sans payer l'addition plus tôt. Pendant ce temps, Kazuma est avec la fée Tina qui lui envoie une image de son trésor directement dans la tête. Elle refuse de lui dire si c'était un œuf ou une graine, mais Kazuma pense pouvoir trouver le trésor juste en regardant l'image et l'identité du coupable. Il est surpris que les voleurs ne soient autres que la famille Suwa, connue comme les plus grands utilisateurs de magie de la Terre. Kazuma les connaît comme une famille sans cœur et rusée, sans honneur ni vergogne, et il essaie de les détruire depuis un certain temps. Il dit que cette occasion sera parfaite pour les attaquer et Tiana et Tato maintenant terrifiés par lui. Kazuma atteint la base de la famille Suwa et un tremblement de terre leur indique qu'ils sont en mouvement en ce moment. Il déploie son vent pour localiser le trésor des fées, mais découvre qu'il n'est pas dans leur manoir. Tiana panique en entendant cela et craint d'être tuée par le chef de son clan. Cependant, Kazuma lui dit d'arrêter de paniquer et de se concentrer sur les voix venant du manoir. Ils entendent des serviteurs faire leur rapport à une femme nommée Kurea concernant l'accident où ils ont perdu le trésor. Kazuma est décontenancé en entendant son nom car il a entendu beaucoup de sales rumeurs sur cette femme. Dans le manoir, Kurea commande les serviteurs de la famille Suwa au nom de son père malade et veut à tout prix sécuriser le trésor avant la grande cérémonie de demain. Après avoir entendu cela, Kazuma réalise que la grande cérémonie dont il parle est faite pour arrêter l'éruption du mont Fuji, et d'après ce qu'il sait, c'est un événement répugnant. Tiana veut savoir ce que leur trésor a à voir avec la cérémonie, mais avant que Kazuma ne puisse dire quoi que ce soit. Kurea le repère et utilise sa magie de gravité pour le faire tomber de la falaise. Kazuma est choqué car les utilisateurs de magie de la Terre ne devraient pas pouvoir détecter sa présence alors qu'il flottait dans les airs. Il brise son contrôle de gravité et fait voler en éclats le toit de verre pour entrer dans la salle où se trouve Kurea et ses serviteurs. Les serviteurs attaquent de Kazuma avec des cristaux tranchants, mais ils les brisent tous d'une rafale de vent. Kureha est choqué de le voir utiliser la magie du vent, et puis soudain, Tiana tombe et frappe la tête de Kazuma. La famille Suwa est choquée de voir une fée, et Kazuma saisit cette chance. Il ramasse Tiana inconsciente et déclare la guerre à la famille Suwa au nom des fées, dont ils ont volé le trésor. Sur ce, Kazuma s'envole en sécurité où il révèle la prochaine étape de son plan à Tiana. Il veut attendre que la famille Suwa localise le trésor et quand ils le ramèneront chez eux, il les prendra en flagrant délit et leur rendra justice. Il rit comme un fou pensant que ce sera amusant d'écraser leur famille. Alors qu'ils attendent d'arciser temps de l'action, Tiana s'ennuie avec Kazuma et lui demande de lui dire au moins pourquoi la famille Suwa a besoin du trésor des fées pour arrêter l'éruption du volcan. Il lui raconte l'histoire de l'origine de la cérémonie qui a commencé il y a 300 ans. À cette époque, un volcan a éclaté avec une grande force et l'énergie libérée a donné naissance à une bête géante qui a causé beaucoup de destruction. La famille Suwa l'a affronté et leur chef a établi un contrat avec le roi des esprits de la Terre et avec ses pouvoirs, il a réussi à sceller la bête. Cependant, la famille était morte après avoir affronté un monstre si puissant et même le sceau qu'il avait placé n'était pas assez fort pour le maintenir enfermé en permanence. Kazuma affirme que le sceau n'est efficace que pendant 30 ans et c'est pourquoi ils effectuent là la grande cérémonie pour recéler le monstre. La cérémonie exige qu'une personne de la famille Suwa dépense toute sa magie et sa force vitale pour recéler le monstre et quand elle le fait, elle meurt. Tiana est horrifiée d'apprendre qu'ils ont sacrifié un membre de leur famille, mais ne comprend toujours pas le rôle du trésor des fées là-dedans. Pendant ce temps, Ren est avec Ayumi, car il l'emmène voir la magnifique mère à sa demande. Elle s'excuse de lui faire un détour pour exaucer sa dernière requête. Ren se demande ce qu'elle veut dire par là, mais Ayumi s'accroche soudainement à lui et il oublie toutes ses questions. Bientôt, il monte dans un train où Ayumi dit à Ren qu'elle retournera auprès de la famille Suwa après avoir vu l'océan. Il lui demande pourquoi elle voudrait retourner à l'endroit où elle est si maltraitée, et elle sourit tristement en lui disant qu'elle n'a pas d'autre endroit où retourner. Ils quittent bientôt le train à la dernière station et profitent de leur petit rendez-vous où Ren demande à Ayumi de venir avec lui dans la famille Kanagi si elle le souhaite, car ils peuvent la protéger. Elle secoue la tête en lui disant qu'elle est membre de la famille principale Suwa, puis lui demande s'il connaît la grande cérémonie que sa famille organise. Ren en a entendu parler, mais soudain, il réalise la raison pour laquelle Ayumi était si triste. Elle était destinée à être un sacrifice. Il est en colère que sa famille la tue, mais elle lui dit de ne pas s'énerver à ce sujet. Elle affirme que c'est quelque chose qui doit être fait, car si elle n'est pas sacrifiée, le volcan entrera en éruption et coûtera la vie à de nombreuses personnes.
Elle est contente que sa vie soit utile à tous et les sauve du désastre, mais avant cela, elle veut se créer de joyeux souvenirs. Ayumi affirme qu'elle n'a pas de vrais souvenirs, car apparemment, les souvenirs de quelqu'un d'autre ont été implantés dans son cerveau. C'est pourquoi elle voulait voir beaucoup de choses par elle-même pour créer de vrais souvenirs, et c'est pourquoi elle veut aussi voir la mer. Ren est touché en entendant son histoire et promet à Ayumi qu'il la protégera à tout prix. Il lui dit d'arrêter de dire des choses comme si elle voulait mourir et il trouvera certainement un moyen d'empêcher le volcan d'entrer en éruption tout en lui sauvant la vie aussi. Ayumi est heureuse d'entendre ces mots et espère qu'ils se réaliseront. Après cela, ils vont à la mer et Ayumi est vraiment excitée de barboter. Ren veut lui offrir un bonus, alors il utilise sa magie de feu pour créer un coucher de soleil artificiel pour elle. Elle est émue aux larmes par son geste et dit qu'elle est vraiment heureuse d'avoir rencontré un garçon aussi gentil que lui. Juste à ce moment-là, 2 personnes de la famille Suwa arrivent et disent à Ayumi que si elle a de bons souvenirs, elle peut revenir avec eux et jouer son rôle dans la cérémonie. Ayumi appelle la fille Mayumi et Ren semble surpris en lui demandant si elle est sa sœur aînée. Mayumi ne prend pas ces mots gentiment et dit qu'elle ne veut pas être associée à cette fille pathétique. Ayumi frissonne en entendant cela, puis Mayumi demande à Ren de rendre la propriété de la famille Suwa. Avant qu'il ne puisse répondre, Ayumi lui rend sa veste et part après l'avoir remercié pour tout. Elle va vers Mayumi qui la gifle, puis même son serviteur malmène la pauvre fille, l'accusant de s'être enfuie pour que Mayumi puisse être sacrifiée à sa place. Il lui cogne la tête sur le sol, puis la piétine. Ren ne peut supporter de voir cela et il attaque l'homme, disant qu'il ne supportera pas qu'une fille soit harcelée devant lui. Il déclare qu'il protégera Ayumi et sa sœur ordonne au serviteur de s'occuper du garçon. Le serviteur va combattre Ren et lui dit que quiconque a besoin du sol pour se tenir debout est désavantagé face aux utilisateurs de magie de la terre. Il manipule le sable pour attaquer Ren qui ne peut que esquiver et s'enfuir. Il trouve un répit temporaire en se hissant sur une bûche, se demandant bien quoi faire. Une idée lui vient, mais avant qu'il ne puisse agir, le serviteur attaque la bûche, le faisant chuter. Ren ordonne aux esprits du feu de l'aider, s'enveloppant de flammes, tandis que le serviteur, lui, invoque des esprits de la terre pour en finir. Pourtant, sa magie ne s'active pas. Il comprend que Ren a utilisé son feu pour faire fondre le sable sous ses pieds, le transformant en magma qu'il contrôle désormais. Ren déclare que c'est à son tour d'attaquer et lance une flamme dévastatrice vers les serviteurs qui échouent lamentablement à la bloquer avec leur mur de sable. Le serviteur est carbonisé et s'effondre au sol. Ren se tourne vers Mayumi lui annonçant qu'elle est la prochaine. Mais elle ordonne à son serviteur de se relever et comme c'est le roi des Simps, il se prépare à combattre, blessé mais obéissant à son moindre caprice. Mayumi ramasse Ayumi et se moque de Ren, lui lançant qu'il a des goûts pour le moins particuliers. S'il peut aimer une poupée pareille, elle prétend qu'Ayumi n'est même pas un être humain, juste un clone créé à partir de son propre ADN. Elle ajoute que même si la jeune fille en paraît 12, elle n'a qu'un mois et ses souvenirs sont également des copies des siens. Ren n'en croit pas à ses oreilles, mais Ayumi confirme « Oui, elle est bien un clone créé dans le seul but d'être sacrifiée lors de la grande cérémonie ». Il s'effondre à genoux, tentant de digérer ce rebondissement absolument sidérant. Mayumi, elle, lui assène une autre vérité encore plus difficile à avaler. Elle prétend que même si Ayumi n'est pas sacrifiée, elle ne vivra de toute façon pas plus de quelques mois, ayant été créée à la va-vite, sans réelle préparation. Soudain, Ayano débarque et voit Ren effondrée à genoux. Elle demande à Mayumi ce qu'ils lui ont fait, qui répond qu'ils n'ont pas touché un cheveu de son cousin. Ayano se précipite pour s'assurer de l'état de Ren, tandis que Mayumi aperçoit le détective Kiri, celui-là même qui avait amené la rousse ici. Elle lui demande de transmettre un message à la famille Kanaiji. Ils ne porteront pas plainte pour les agissements stupides de leur fils, mais qu'ils soient au plus vigilants la prochaine fois. Mayumi s'éloigne en voiture, mais Kiri sait pertinemment que les ennuis de la famille Tsuba sont loin d'être terminés. Le trublion Kazuma attend patiemment devant la demeure des Tsuba. Il réveille la petite fée assoupie sur sa tête et lui annonce que leur cible est enfin là. Au moment où Mayumi et Ayumi descendent de la voiture, Tina perçoit le trésor féerique niché au cœur d'Ayumi. Elle dit à Kazuma qu'il est temps de passer aux choses sérieuses et qu'il doit récupérer ce trésor, quitte à la découper en morceaux, mais Kazuma, lui, préfère rentrer pour l'instant. Pourquoi s'embêter à prendre le trésor si tôt le matin? Non, il veut le récupérer en plein milieu de la cérémonie, juste pour savourer le regard dévasté de la famille Suwa. À l'intérieur du manoir, Mayumi, son clone et son fidèle serviteur saluent Kureha, visiblement soulagé d'avoir retrouvé la jeune fille. Elle congédie le serviteur, puis emmène les deux jeunes femmes ailleurs. Le serviteur, toujours aussi simple, les aperçoit. Le lendemain matin, il va demander à Kurura pourquoi sa maîtresse n'est toujours pas rentrée dans sa chambre. Elle se moque de ses menaces en l'air et décide de le récompenser pour sa loyauté indéfectible. Elle le conduit au sanctuaire de la famille Suwa et lui révèle un gigantesque pilier de cristal trônant au centre de la grotte. Kureha ordonne au serviteur de bien regarder à l'intérieur du pilier et d'utiliser un sort pour y localiser Mayumi. Il exige de savoir pourquoi elle est prisonnière. Kureha lui explique que Kayumi s'étant enfuie au dernier moment, les ajustements finaux n'ont pas pu être effectués et qu'elle seule ne suffira pas à achever la cérémonie. C'est pourquoi ils vont faire en sorte que Mayumi lui prête une partie de son pouvoir pour la mener à bien.
Kureha assure au seigneur simple que sa maîtresse ne courra aucun danger mortel, mais que les choses pourraient à bien prendre une tournure inattendue si quelqu'un venait à les interrompre. Elle lui parle de Kazuma, venu déclarer la guerre à leur famille au nom des fées, et précise qu'il possède une puissance égale à la sienne. Le serviteur est anéanti, réalisant qu'il est incapable de protéger Mayumi d'un ennemi si redoutable. Kureha lui demande alors s'il désire un pouvoir colossal, capable de l'aider à défendre sa chère maîtresse contre absolument tout ce qui existe au monde. Elle lui offre le pouvoir dont il a tant besoin et il n'hésite pas une seconde à l'accepter. Ensuite, Kureha se rend auprès de son père, qu'elle a transformé en pierre pour l'empêcher de contrecarrer ses plans. Il prétend n'avoir jamais voulu l'arrêter dans la grande cérémonie, mais il désapprouvait fortement ses ambitions démesurées. Kureha se moque de lui rétorquant que s'il voulait vraiment freiner ses ambitions, il aurait pu tenter de lui parler avant de carrément essayer de la tuer. Mais il a échoué lamentablement et se retrouvait piégé dans la pierre est désormais sa juste punition. Elle lui annonce qu'elle va même utiliser Mayumi pour la cérémonie et lui intime de rester immobile pour assister de ses propres yeux à la fin de la famille Tsuba. Elle descend de la grotte, longeant le pilier de cristal, persuadée que ce soir, son ambition se concrétisera enfin. Pendant ce temps, chez les Kanagi, Jugo reçoit un appel de la famille Tsuba qui lui intime de ne plus laisser les siens interférer avec leur cérémonie. À peine l'appel terminé, Ayano entre dans sa chambre. Jugo lui confie qu'il a parlé à Ren plus tôt et qu'il est encore bien trop déprimé par ce qui est arrivé à la jeune fille. Cependant, il sait pertinemment qu'ils n'ont aucun droit d'interférer avec la grande cérémonie des Tsuba et conseille à Ayano de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Elle acquiesce, promettant de ne rien faire d'imprudent, puis elle se dirige vers Ren qui est assis, l'air abattu, près d'un étang. Elle le pousse dans l'étang quand il ne répond pas à son appel, lui demandant pourquoi il a abandonné la jeune fille. Il ne comprend pas bien ce qu'elle veut dire et elle lui explique que lorsque la famille Tsuwa l'a emmené, il est resté là, prostré, vaincu, sans lever le petit doigt pour les en empêcher. Ran répond qu'il est perdu, ne sachant que faire, car Ayumi est un clone créé spécifiquement pour supporter le fardeau de cette cérémonie. Ayano lui rétorque que cela n'a aucune importance car ils sont devenus amis et qu'il se doit de faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour aider son ami. Ren médite profondément sur ses paroles, un monologue intérieur le rongeant, se demandant quelle voie prendre. Il sent qu'il devrait laisser son ami être sacrifié pour empêcher le volcan d'entrer en éruption, mais des larmes commencent à couler alors qu'il réalise enfin ses véritables sentiments. Il veut revoir Ayumi, s'excuser de l'avoir lâchement abandonné plus tôt, c'est exactement ce qu'Ayano voulait entendre. Elle dit à Ren qu'ils doivent s'introduire discrètement et rapidement dans la demeure des Tsuwa, mais attention, uniquement pour s'excuser auprès d'Ayumi et rien de plus. Cependant, ils ignorent de qu'Ayumi est déjà prête pour la cérémonie. Elle est escortée jusqu'à la grotte par des gardes où Kureha l'attend de pied ferme. Kureha la nargue sans pitié sur le fait d'avoir été abandonnée par son petit ami, et même si Ayumi lui dit de ne pas s'en soucier, elle insiste lourdement sur le sujet. Elle lui assène que les humains sont de bien piètres créatures, bien trop facilement emportés par leurs émotions. Soudain, des serviteurs arrivent en catastrophe pour l'informer de l'intrusion de 2 magiciens du feu. Ayumi comprend immédiatement, Ren est venu la chercher. Dehors, Ayano est en train de griller les serviteurs de la famille Tsuya, car soyons clairs, ce sont eux qui les ont repérés et attaqués en premier. Ren lui rappelle qu'elle parlait de s'infiltrer discrètement, mais elle rétorque que le navire a déjà levé l'ancre et qu'il est trop tard pour la subtilité. Soudain, les serviteurs les assaillent avec des éclats de roche. Ren leur assure qu'il n'est pas là pour perturber leur cérémonie et qu'il partira après avoir vu Ayumi. Mais Ayano, elle, n'a pas cette patience. Elle bombarde ces types et dégage le passage pour qu'ils puissent foncer. Soudain, un golem de pierre s'écrase du ciel, leur barrant la route. Ayano l'attaque avec sa magie de feu, mais ça ne lui fait absolument aucun dégât. Le golem ricane, affirmant que de si misérables attaques ne lui feront plus rien désormais. Ren reconnaît alors la voix du serviteur qu'il a déjà affronté. Le golem projette des projectiles rocheux sur les intrus, mais Ayano les incinère avec son épée de flamme. Elle dit à Ren de foncer et de retrouver sa petite amie pendant qu'elle s'occupe du gros bras. Il hésite, mais devant son ordre catégorique, il s'élance. Le golem n'a aucune intention de le laisser filer et fait surgir du sol une main supplémentaire pour le saisir. Ayano se précipite pour le secourir et frappe cette main putride avec son épée de flamme, mais en vain, le golem la repousse d'un coup de pied. Elle se demande pourquoi son épée de flamme est inefficace contre le golem. Celui-ci lui rétorque qu'il est inutile de résister. Il saisit Ren dans sa main et menace de l'écraser si l'un d'eux ose faire le moindre geste. Ren, souffrant, demande alors au seigneur simple « Mais quand es-tu devenu si affreux ?» Le simple lui explique que cette forme est le fruit d'un pouvoir immense qu'il a acquis pour protéger sa maîtresse. Il détaille que la vie de Mayumi était en péril si quiconque osait interférer avec la cérémonie. Il est donc devenu surpuissant grâce à la technique secrète de Kureha, abandonnant son humanité pour sauver celle qu'il vénère. Ran se met à suer à grosses gouttes, car il sait bien qu'il ne peut pas rivaliser avec lui dans le tournoi du simple ultime. Mais il trouve alors un moyen de le persuader qu'il fait fausse route. Il prétend que s'il meurt en protégeant sa maîtresse, elle en sera profondément attristée. Le simple cependant ne veut rien entendre de sa morale et tente de l'écraser au sol. Heureusement, Kazuma arrive sur les lieux à cet instant précis. Il tranche les bras et le torse du golem pour sauver son frère. Ayano est stupéfaite de le voir et lui demande ce qu'il fait là. Et là, Tina surgit derrière lui, commençant à clamer qu'elle vient tout juste de l'engager. Kazuma l'interrompt, l'empêchant de révéler la vérité, et lui dit que c'est une longue histoire. Il conseille aussi à Ayano et Ren de rester sur leur garde, car le golem n'est pas encore hors de combat. Ses membres rampent les uns vers les autres et fusionnent instantanément. Kazuma, perplexe, demande « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?»
Ren lui raconte l'histoire du seigneur Simp qui a sacrifié son corps pour protéger sa maîtresse. Kazuma est écœuré en entendant ça car il sait que c'est une vieille et sinistre coutume de la famille Tsuwa de sacrifier une chose pour en protéger une autre. Alors que le golem Simp se réveille, il se remémore l'instant où Mayumi l'a embrassé, sorti de nulle part. Elle lui avait dit de prendre ses responsabilités car il était son tout premier baiser. Il n'avait rien compris jusqu'à ce que Mayumi lui révèle qu'elle allait être sacrifiée pour empêcher le volcan d'entrer en éruption et que c'est pourquoi elle avait besoin de quelqu'un qui l'aimait à ses côtés jusqu'au bout. Ce jour-là, il lui a juré une loyauté indéfectible, décidant de consacrer sa vie à la protéger de la moindre menace. Il se relève, annonçant à Kazuma et à ses amis qu'ils ne parviendront jamais à le vaincre et qu'il ne les laissera absolument pas passer. Ayano demande à Kazuma ce qu'il devrait d'un refaire. Il estime que le séparer du sol devrait logiquement affaiblir ses pouvoirs de régénération. Soudain, Ren demande à son frère s'il sacrifierait sa vie pour le sauver. Kazuma lui répond que même s'il le sauve, cela n'aura aucun sens si Ren y laisse la sienne. Il affirme qu'ils devraient tous survivre et vivre heureux pour toujours. C'était précisément la réponse que Ren attendait. Il s'avance vers le golem, bien décidé à gérer cette situation par lui-même. Ren lui dit que leur famille a été bien trop attachée à l'idée qu'il faut sacrifier quelque chose pour protéger ce qui leur est cher. Il déclare que c'est une façon de penser erronée et que tout le monde devrait vivre en harmonie. Le Simp lui rétorque qu'ils n'ont pas ce choix car leur destin est intrinsèquement lié à l'arrêt de l'éruption du volcan. Ren, lui, pense que le véritable ennemi à vaincre est la bête volcanique elle-même. Mais le Simp en a plus qu'assez de ses bavardages inutiles et l'attaque avec une gigantesque vague de terre. Ren contre-attaque avec un feu qui transperce la terre et frappe le golem, alors même que la vague fonce toujours sur lui. Kazuma la repousse d'un puissant souffle de vent et dit à Ayano d'observer attentivement ce que son frère vient de faire. Le golem se tord de douleur tandis que le feu de Ren le consume. Son corps commence à se désintégrer jusqu'à ce qu'il se brise entièrement, libérant le Simp de son armure de roche. Ayano est sidéré, même son épée de flamme n'avait pu blesser le golem. Kazuma lui explique qu'à l'inverse d'elle, Ren a ciblé les agents qui ont transformé l'homme en golem, sans pour autant le blesser lui-même. Elle est stupéfaite que Ren puisse maîtriser des techniques d'un niveau si élevé qu'elle-même est incapable d'utiliser. Après cela, Ren confie à Kazuma qu'il a compris, le véritable ennemi qu'ils doivent absolument vaincre est la bête piégée au cœur du volcan. Ayano est totalement contre cette idée, mais Kazuma, lui, trouve ça plutôt amusant et déclare que son frère tient décidément de lui. Alors qu'ils se chamaillent joyeusement, un rocher gigantesque fonce sur eux, il l'esquive de justesse et Ayano dégaine son épée de flamme pour attaquer Kureha, celle qui leur a envoyé ce projectile. Cependant, sa boule de feu ne l'atteint même pas et s'écrase au sol. Elle descend du ciel et traite le seigneur Simp de minable pour avoir perdu, malgré le pouvoir qu'elle lui avait partagé. Ensuite, elle se tourne vers Kazuma qui lui demande si elle a tiré son pouvoir de contrôler la gravité de la bête. Kureha lui donne un 20 sur 20 pour sa déduction et révèle qu'elle a emprunté son pouvoir aux grandes bêtes que sa famille maintient scellées depuis des lustres. Ren et Kazuma réalisent alors tous deux qu'elle est le boss final de cette partie et ils se préparent à l'affronter. Cependant, Kazuma veut que Ren parle d'abord à sa petite amie et il l'envoie littéralement voler vers sa position. Le vent le propulse à travers le manoir, franchissant diverses portes, jusqu'à la grotte où Ayumi est sur le point de commencer la cérémonie. Ren s'écrase au sol, se demandant pourquoi son frère l'a expédié ainsi, mais il aperçoit Ayumi juste devant lui et comprend alors qu'il l'avait localisé à l'avance grâce à sa magie du vent. Tous deux sont fous de joie de se retrouver, mais les gardes se dressent devant lui, lui demandant ce qu'il fiche là. Ren déclare avec une assurance nouvelle qu'au départ, il n'était venu que pour revoir sa petite amie une dernière fois et s'excuser de l'avoir laissé tomber hier. Mais il a compris que ça ne suffirait pas, maintenant il veut la sauver, elle et Mayumi, par la même occasion. Ren déclare qu'il ne laissera personne mourir et qu'ils combattront ensemble pour vaincre la bête. Les gardes rétorquent que c'est impossible et menacent d'expulser Ren de force. Mais quand il leur lâche qu'il a déjà vaincu le Simp 2 fois, ils réalisent qu'ils mentent ou qu'ils ne font pas le poids face à lui. Ils s'enfuient à toutes jambes, laissant Ren seul avec Ayumi. Il lui assure qu'ils vaincront la bête et que personne ne sera sacrifié, mais elle n'est pas encore prête à le croire. Elle craint que le monde entre en éruption si elle n'est pas immolée, mais Ren la rassure. Il doit forcément y avoir une autre solution à ce problème. Ayumi est profondément émue et demande à Ren pourquoi il est prêt à aller si loin pour elle, alors qu'elle est de toute façon destinée à mourir bientôt, même sans sacrifice. Ren lui répond que si sa vie est courte, ils doivent la chérir d'autant plus, et il lui promet de réaliser tous ses rêves si elle accepte de le suivre. Ces paroles touchent Ayumi en plein cœur, qui lui confie vouloir vivre une vie longue et heureuse à ses côtés. Alors qu'ils se perdent romantiquement dans les yeux l'un de l'autre, Kazuma débarque et se présente sans gêne à la petite amie de son frère. Ren lui demande où est Ayano et apprend, non sans surprise, que Kazuma l'a utilisé comme appât pour tenir Kureha occupé. Ren n'est pas vraiment ravi de la nouvelle, mais Kazuma lui intime de se dépêcher de sortir, car ils ont absolument besoin de son aide pour vaincre la bête. Avant de partir, Ren demande à Kazuma de libérer Mayumi du cristal. D'un coup net, il tranche une partie du cristal, libère Mayumi et la rattrape avant qu'elle ne s'écrase au sol. Cependant, il ignorait que ce pilier de cristal soutenait toute la grotte. Maintenant qu'il est détruit, la caverne commence à s'effondrer. La sortie est également obstruée, alors Kazuma décide de défoncer le plafond pour s'échapper. Il utilise sa puissante perceuse avant pour créer un passage vers l'extérieur et emporte tout le monde avec lui. Il se met à chercher Ayano et repère la zone où elle est en plein combat avec Kureha.
Il décide de la provoquer sans attendre, mais une voix, vieille et faible, capte soudain son attention. Kazuma descend aussitôt en apercevant un rocher de forme étrange. Ayumi, elle, affirme que c'est le chef de la famille Tsuwa. Il veut comprendre ce qui se trame, mais l'homme pétrifié ne lui demande qu'une chose, arrêter Kureha avant de rendre l'âme. Pendant ce temps, Kureha affronte Ayano qui déchaîne sa magie de feu. Mais la magie de gravité de Kureha absorbe toutes ses attaques, les faisant exploser pour la maintenir constamment sur la défensive. Elle assène à Ayano que même la puissante famille Kanagi ne pèse rien face à la puissance de la bête volcanique. Kureha se remémore être née sans le moindre pouvoir de magie terrestre. C'est pourquoi elle a recherché une puissance immense et bientôt, elle la possédera entièrement pour elle seule. Elle ne cesse d'attaquer Ayano avec sa magie de gravité, et peu importe ses tentatives de contre-attaque, Ayano ne parvient pas à tenir bon. Heureusement, elle trouve rapidement un moyen de ne plus se laisser dominer par Kureha. Elle déploie une magie de flamme à large portée contre les sphères de gravité qui rétrécissent et s'évanouissent, consumées par les flammes intenses. Même si elle fait bonne figure, Ayano sait qu'elle ne tiendra pas éternellement à ce rythme et se demande avec anxiété quand Kazuma va enfin revenir. Et quand on parle du loup, Kazuma débarque avec toute la bande. Ayano est furieuse qu'il l'ait encore abandonnée et lui donne un coup de pied, mais il la bloque sans effort et lui fait remarquer que le blanc ne lui sied vraiment pas. Ayano rougit et recule, mais elle voit alors que Ren a secouru sa petite amie et le félicite chaleureusement. Alors qu'ils discutent, Kazuma perçoit une attaque surprise venant de derrière et utilise une lame de vent pour trancher la sphère de gravité de Kureha. Kazuma déclare qu'elle ne peut plus mener la grande cérémonie car Ayumi et Mayumi ont toutes deux été libérées, mais Kureha est inflexible et affirme qu'elle les récupérera par la force. Elle affirme que c'est le rôle de la famille Tsuwa de sceller la bête. Kazuma lui intime d'arrêter de bluffer et lui demande d'admettre qu'elle ne cherche qu'à s'approprier la pleine puissance de la bête. Kureha est sidéré quand Kazuma lui révèle que son père a tout balancé juste avant de mourir. Il est impossible pour une seule personne de contenir la puissance émanant de la bête volcanique. Kazuma répond que la cérémonie permettra justement à Kureha de maîtriser ce pouvoir. Ayano demande pourquoi elle aurait besoin d'une telle puissance, et Kazuma explique qu'elle est, tout comme lui, un échec au sein d'une famille de magiciens. Kureha s'emporte contre lui demandant ce qu'il peut bien savoir de la vie cruelle qu'elle a endurée. Kazuma lui répond qu'il s'en moque éperdument et lui dit qu'elle est en train de perdre de vue l'essentiel. Il lui rappelle que le seigneur simple s'est transformé en pierre en absorbant le pouvoir de la bête, alors qu'elle a toujours l'apparence d'une humaine ordinaire. Kureha ne saisit pas ce qu'il tente de lui faire comprendre. Kazuma lui explique alors que la bête a dû lui conférer une partie de son pouvoir dès sa naissance. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas utiliser la magie de la terre et la bête se servait d'elle comme d'un médium pour sa propre résurrection. Kureha est stupéfaite et s'écrie qu'il est impossible que la bête puisse contrôler sa vie pour se libérer. Elle demande comment cette bête, enfermée dans les ténèbres de la terre depuis si longtemps, pourrait bien contrôler son existence. Et là, Kazuma comprend quelque chose d'essentiel grâce à ces mots. Il lui demande si la bête est par hasard piégée à l'intérieur de la grotte avec un pilier de cristal. Quand elle confirme, il réalise qu'il a fait une gaffe monumentale. Ayano le secoue de lui demandant de la mettre au parfum. Il avoue alors nerveusement qu'il a brisé le cristal et créé un énorme trou en s'échappant de la caverne. Kureha panique en entendant ça. Cela signifie que le sceau de la bête est déjà irrémédiablement affaibli. Et là, soudain, le sol se met à trembler violemment tandis qu'une aura rouge enveloppe le volcan. L'énergie écarlate se concentre au-dessus de la grotte détruite et un gigantesque pilier de lave en jaillit avec fracas. Kureha le sent au plus profond de ses entrailles. La bête volcanique est libérée. Elle s'effondre au sol, hurlant de douleur. La bête gigantesque semblable à une tortue rugit en émergeant de la terre. Elle rappelle à elle le pouvoir qu'elle avait conféré à Kureha et se reconstitue entièrement. Kazuma déclare qu'ils doivent absolument détruire la bête avant qu'elle ne quitte cette zone et tout le monde le suit pour l'affronter. Ren est sur le point de les rejoindre, mais Ayumi lui retient la main, visiblement inquiète pour lui. Il lui assure qu'il reviendra, c'est promis, et qu'ils vivront heureux pour toujours. Puis il rejoint Kazuma qui les propulse, lui et Ayano, vers la bête. Ren frappe la créature avec ses flammes, puis Kazuma utilise une puissante lame de vent pour la trancher, mais ces deux attaques s'avèrent de malheureusement vaines. Kazuma fait signe à Ayano qui lance une décharge de pleine puissance avec son épée de flamme, mais la tortue dévie même ça et la projette au loin. Kazuma la rattrape avant qu'elle ne touche le sol de lave, et alors qu'il la nargue sur sa faiblesse, la bête s'apprête à l'attaquer. Ils échappent de justesse à la bête qui crache du feu et rase toute la zone devant elle. Alors qu'Ayumi s'inquiète que Ren voit le combat, Kareo se réveille et dans sa rage, elle commence à utiliser la magie de la terre inconsciemment. Elle est furieuse contre la bête qui lui a tout pris et ordonne aux esprits de la terre de lui accorder leur pouvoir. De l'autre côté, Kazuma et sa famille continuent d'attaquer la tortue et ils réalisent vite que leurs attaques n'atteignent même pas la bête qui utilise son immense pouvoir spirituel comme barrière pour les dévier. Ayano lui dit de passer en mode contractant, mais il trouve trop dangereux d'utiliser ce pouvoir car il ne peut l'activer que 5 minutes, après quoi il sera une cible facile. Il souhaite qu'il y ait un moyen d'affaiblir la défense de la bête, même pour 1 minute, et son vœu est exaucé alors que des pics rocheux émergent de la terre et immobilisent de la bête.
Kurea déverse sa rage sur la bête qui a détruit sa vie, et maintenant qu'elle peut utiliser sa magie de la terre. Cependant, ses pics se brisent au contact de la bête et elle ne peut rien faire d'autre que le maudire. La bête l'attaque avec son pouvoir de gravité et Kurea est évaporé sans laisser de traces. Sans perdre un instant, Ren lance un barrage d'attaque sur la bête, qui brise le sol pour le projeter en l'air. Kazuma le rattrape et le met en hauteur, où il continue d'attaquer la bête. Iyumi voit tout et réalise qu'ils ne peuvent pas gagner à ce rythme. Les mots de Ren lui demandant de passer toute sa vie avec lui résonnent dans son esprit, et elle décide de lui dédier sa vie. Elle commence la grande cérémonie et l'éclat radieux qu'elle dégage affaiblit le pouvoir de la bête. Ren réalise ce qu'elle fait et lui dit d'arrêter, car elle mourra si elle achève la cérémonie. Kazuma déclare qu'Ayumi connaît la vérité mieux que quiconque, mais malgré le danger, elle a choisi de se battre pour pouvoir vivre avec lui. Kazuma lui demande ce qu'il fera pour vivre avec elle et Ren déclare qu'il tuera la bête instantanément. Il demande à Kazuma et Ayano de lui prêter leur pouvoir et il n'attendait qu'un doute que ça. Kazuma ouvre la porte des esprits et active le pouvoir du contractant. Il s'envole et utilise un vent puissant pour soulever la tortue haut dans le ciel, exposant son ventre vulnérable. Ayano et Ren courent d'Arthur vers elle et ils combinent leurs pouvoirs pour lancer une entaille de feu qui perce la bête. Kazuma est certain que la victoire est à portée de main et il envoie un cyclone à l'intérieur du trou pour détruire complètement la bête. La bête explose et Ren tombe au sol. Ils s'exclament qu'ils ont gagné, mais en se retournant, ils trouvent Ayumi inconsciente. Il court vers elle avec Kazuma et Ayano qui le surveillent et elle veut aider Ren. Cependant, Kazuma l'arrête et lui dit qu'il n'y a pas besoin qu'elle y aille. Il explique ensuite que ça n'a aucun sens qu'un clone de 12 ans puisse être créé en un seul mois. Il pense que le secret derrière tout ça est ce que son père a fait. À ce moment, la fée Tiana les rejoint et dit que le chef décédé de la famille Tsuba a volé le trésor des fées, qui est l'œuf qui donne naissance à leur nouveau chef. Kazuma explique que l'homme a probablement utilisé l'œuf de fée pour la croissance de Buzayumi, et comme elle a été créée si hâtivement, il est évident ce qui arrivera à son corps une fois qu'elle utilisera ses pouvoirs. Ayano est furieuse et demande à Kazuma pourquoi il ne l'a pas empêché d'utiliser son pouvoir alors qu'il connaissait son destin, et il répond que s'il l'avait fait, ils seraient tous morts maintenant. Ayano lui demande pourquoi il se battait si ce n'était pas pour la vie d'Ayumi, et si Kazuma ne pouvait rien faire en tant que contractant, il s'excuse d'être faible et Ayano s'appuie sur lui, en s'excusant aussi de s'être défoulé sur lui. Kazuma lui tapote la tête, disant qu'ils étaient tous les deux trop faibles pour sauver la fille cette fois-ci, et qu'ils devraient en devenir plus forts pour protéger la prochaine personne dans le besoin. Pendant ce temps, Ren va voir Ayumi, qui dit qu'elle ne sent pas qu'elle peut s'en sortir maintenant. Il lui demande d'arrêter d'être négative et essaie de lui donner un faux espoir qu'elle vivra. Cependant, Ayumi savait qu'elle n'était pas destinée à vivre longtemps, alors elle est heureuse d'avoir pu vivre sa vie avec lui. Mayumi se réveille aussi et s'excuse de l'avoir maltraitée, et puis soudainement le corps d'Ayumi commence à se désintégrer. Ren pleure sur elle, mais elle lui dit de la laisser partir avec un sourire. Il s'exécute et sourit à travers ses larmes en lui disant qu'il l'aime. Elle lui murmure qu'elle l'aime aussi à l'oreille, puis se transforme en sable. Kazuma et Ayano arrivent juste au moment où elle se désintègre et l'œuf de fée tombe de ses restes inanimés. Ren pleure beaucoup et même après longtemps, il n'a pas oublié son premier amour. Il est assis sur la plage, pensant comment il aurait pu sauver Ayumi, quand Kazuma vient le voir et dit que la fille était heureuse à sa manière. Il dit que parce qu'elle l'a rencontrée, Ayumi est devenue une vraie humaine pour une courte période et c'était une chose merveilleuse. Juste à ce moment-là, Ayano arrive et les rappelle pour de nouvelles aventures qu'ils doivent vivre ensemble.